Radio Anthropocène, à l'écoute du changement global. Bonjour à tous et à toutes, je suis Héloïse Belay et je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour le premier épisode de notre nouvelle saison de notre podcast La chèvre et le chou. Cette année, nous serons 3 pour animer l'émission. Clara Lyonnais-Voutaz, doctorante en géographie et aménagement du territoire, qui travaille sur la présence des poules et des chevaux en ville. Mathieu Coumoul, naturaliste chez l'association des espèces par million. Et moi-même, doctorante en géographie, qui travaille sur la perception des chants d'oiseaux en ville. Alors, pour rappel, La chèvre et le chou, c'est une émission qui s'intéresse à la biodiversité urbaine. Pourquoi ? Parce que la ville a longtemps été oubliée ou considérée comme peu intéressante du point de vue de la faune et de la flore. Pourtant, et ce depuis plus d'une dizaine d'années maintenant, on se rend compte que la biodiversité urbaine peut être tout aussi riche et intéressante que dans d'autres espaces moins minéralisés. Quoi qu'il en soit, elle reste nécessaire au bon fonctionnement des écosystèmes et il est indispensable de penser l'aménagement des villes en faveur de sa conservation. Si une partie de la biodiversité est particulièrement appréciée par les citoyens, il existe aussi tout un tas d'espèces parfois moins désirées, voire même jugées comme nuisibles. Pourtant, ces espèces ont tout autant leur place dans le fonctionnement de nos écosystèmes. Notre objectif, avec La chèvre et le chou, est donc d'explorer toutes ces facettes de la biodiversité, celles désirées et celles qui l'est moins. L'an passé, nous nous sommes principalement intéressés au cas des animaux en ville. Alors cette année, on a décidé d'accorder un peu plus de place aux végétaux. Et pour ce premier épisode, nous allons nous pencher justement sur le cas d'espèces non désirées, les espèces exotiques envahissantes. Qui sont-elles ? Quels enjeux sont liés à leur présence et surtout, faut-il les craindre ou chercher à tout prix à les combattre ? Nous nous intéresserons plus spécifiquement aujourd'hui à la renouée du Japon et pour cela, nous recevons Irène Delaforge, ingénieure d'études à l'ENS de Lyon et future doctorante qui travaille sur le sujet. Bonjour Irène. Bonjour. Est-ce que vous pourriez, dans un premier temps, vous présenter et nous expliquer vos travaux de recherche ? Oui, donc je suis Irène Delaforge, actuellement ingénieure d'études au laboratoire Environnement Ville Société à Lyon. J'étudie principalement les relations entre les écosystèmes et les activités anthropiques. J'ai notamment travaillé beaucoup sur les rivières, l'effet par exemple des barrages sur les végétaux ou de la pollution lumineuse sur les végétaux. Et actuellement, le projet sur lequel je suis, c'est plutôt un projet, une approche en sciences sociales, où là, on vient étudier les représentations de différents gestionnaires et scientifiques sur les espèces exotiques envahissantes. Et là, c'est vraiment la renouée du Japon, notre sujet. Et donc ça, c'est pour vos recherches actuelles en tant qu'ingénieur d'études. Est-ce que pour votre thèse, ce sera la même chose ? Est-ce qu'il y aura d'autres approches prévues ? Oui, là, c'est un premier temps où on a cette question sur les représentations, les points de vue de ces personnes sur la plante. Et la thèse, elle sera axée sur l'écologie et sur comprendre le fonctionnement de la plante par rapport à ses racines, ses interactions avec le sol ou avec d'autres organismes de la biodiversité. Et à la fois ses capacités physiques ou thermiques, vraiment la fonction de l'écosystème en écologie. D'accord. Et là, justement, vous mobilisez la notion d'espèces exotiques envahissantes. Comment est-ce que vous la définissez dans le cadre de vos recherches ? Alors, les espèces exotiques envahissantes, c'est un terme qui fait assez débat, surtout dans le contexte scientifique. Déjà, on définit généralement ces espèces par rapport à leur rapport avec les humains. Donc, c'est des espèces qui se déplacent sur la planète, à l'échelle globale, par les humains. On a aussi une question d'origine, c'est-à-dire qu'elles sont apportées, introduites dans un milieu dans lequel elles ne sont pas de base. Et on a aussi ensuite la question de l'envahissement. Donc, une fois qu'elles sont introduites, elles s'installent et elles se développent. Et là, on peut critiquer ces approches par rapport à la question d'origine, le fait qu'on soit étranger ou pas, et aussi au fait qu'on a parfois des effets exagérés liés à l'envahissement et aux effets négatifs et qui sont souvent assez alarmistes et qui sont mis en avant comme pour pointer du doigt ces espèces-là. Et justement, on entend aussi parfois parler d'espèces invasives. Est-ce que c'est une notion qui est différente ou peut-être même similaire finalement à
celle d'espèces exotiques envahissantes? Oui, en fait, le terme invasive, il est pris de l'anglais et en fait, ça veut dire exactement la même chose. Ça vient de invasive species et c'est égal à espèces exotiques envahissantes. Donc, les deux termes sont totalement équivalents. D'accord, donc c'est juste un anglicisme qu'on s'est mis à utiliser. Et alors, est-ce que vous pourriez nous parler justement des enjeux qui sont liés à ces espèces exotiques envahissantes ? Est-ce qu'elles sont toutes considérées comme problématiques d'une manière générale, ou est-ce qu'il y en a certaines pour qui c'est peut-être moins le cas ? Donc en général, on parle d'une espèce qui est exotique, elle peut être ou pas envahissante. Le problème, ce qui est mis en avant, c'est quand elle est envahissante et qu'elle peut perturber la biodiversité locale. C'est le point qui est beaucoup mis en avant. Après, on a d'autres enjeux par rapport à ces espèces qui sont, par exemple, liés aux activités humaines principalement. On peut avoir des enjeux économiques. Si on a un ravageur de culture qui vient impacter une exploitation agricole, ou alors des enjeux de santé. Par exemple, si on a le moustique tigre qui remonte et qui peut apporter des problèmes. Donc on a tout l'aspect lié aux activités humaines et parfois à la biodiversité, ce qui peut être approfondi. D'accord. Et donc là, vous nous disiez que vous travailliez spécifiquement sur la renouée du Japon. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur cette plante, d'où est-ce qu'elle vient, quels sont les grands enjeux autour de sa gestion? Donc là, vous nous en avez cité quelques-uns, mais est-ce qu'il y a des choses très spécifiques peut-être qui vous viennent en tête? Oui, en fait, c'est une plante donc, qui est originaire d'Asie. En fait, on dit les renouées asiatiques parce que c'est un complexe de 3 espèces. C'est des grandes herbacées qui ressemblent à des bambous, qui ont des feuilles très très larges. Et ce qui est intéressant, c'est que par rapport à leur histoire, elles ont été amenées, introduites en Europe par des explorateurs. Et leur objectif premier, il était ornemental, c'est-à-dire qu'elles étaient amenées pour leur beauté dans les jardins botaniques. Et elles ont eu aussi des prix par rapport à ces qualités-là. Elles sont ensuite arrivées en Europe et en fait, dans leur, on dit... pays, on va dire, d'origine, c'est qu'elles sont elles se développent sur les plaines alluviales ou les terrains de volcans. Et c'est des espaces qui sont assez ouverts et c'est des espèces qu'on dit pionnières. Donc elles arrivent en première dans le milieu et elles ont trouvé, ici notamment en France, des espaces propices à ça et elles se développent beaucoup aujourd'hui. Et est-ce que ce développement est le même, est-ce qu'il est équivalent sur l'ensemble du territoire métropolitain en tout cas, ou est-ce qu'il y a peut-être des différences de répartition en fonction de certaines régions ou départements peut-être? Elle est vraiment très présente en France et dans la plupart et quasiment tous les départements, les régions. Elle aime donc beaucoup les plaines alluviales et les espaces qui sont souvent transformés. Ce qu'on remarque, c'est que c'est une plante qui tolère les métaux lourds. Elle a les capacités de pousser sur des laves volcaniques et en fait, elle se plaît aussi dans les plaines alluviales qui sont peut-être parfois polluées, sur des bords de route, des espaces en friche. Donc elle se développe vraiment aussi en fonction de nos activités et de leur état d'origine qui est le bord des rivières. Et donc elle pose plein d'enjeux qui sont à peu près les mêmes sur l'ensemble du territoire. Si on est sur des linéaires, que ce soit routier ou ferroviaire, elle peut gêner la visibilité. Ou si on est au bord plutôt de rivières, elle peut empêcher l'accès. Et c'est à peu près la même chose partout. D'accord, donc pas forcément de différence en fonction de nos régions. Mais par exemple, vous parliez du fait que c'était une plante qui se développait beaucoup dans les plaines alluviales ou autour de rivières qui seraient potentiellement fortement anthropisées. Justement, dans le cadre de vos recherches, il me semble que vous travaillez sur le cas de la région lyonnaise, oui. Où on a le Rhône qui est un fleuve très anthropisé pour le coup. Qu'est-ce qu'on sait de la renouée dans la région lyonnaise? Quelles sont les problématiques qui existent? Bon, après, vous en avez cité peut-être la plupart. Et quels acteurs surtout se saisissent ici de cette problématique? Oui, donc là, en fait, notre étude, elle était basée sur le bassin versant du Rhône.
Et on a essayé de sélectionner différents cours d'eau de différentes tailles en fonction des occupations du sol, qui soient artificialisées ou en lien avec l'agriculture ou les forêts. On a vu parmi les gestionnaires plein d'acteurs qui se saisissent de la problématique renouée. On a en premier les aspects plutôt administratifs, où là on a par exemple l'agence de l'eau ou des organismes qui sont là pour essayer de prendre les directives nationales par des listes d'espèces à gérer. On a ensuite des problématiques plus locales avec des personnes de terrain qui sont là comme les syndicats de rivières pour aménager le cours d'eau, le gérer. Et parmi tout ça, on a aussi des bureaux d'études ou des entreprises qui sont plus ou moins spécialisées, qui viennent aider à la coupe, à la fauche, à la gestion. Et on a aussi par exemple les municipalités ou les espaces verts, si on est en bord de route, qui viennent travailler sur cette plante. Et là, justement, quand vous parlez de fauchage, de coupe, c'est des méthodes d'élimination, de lutte contre la renouée. Justement, quel type de pratique est-ce que vous observez vis-à-vis de la plante ? Il y en a vraiment beaucoup. Il y a un large panel de méthodes. Il y en a des plus ou moins efficaces, il y en a des plus ou moins intrusives. Ce qu'on peut faire, c'est en fait une plante qui se développe avec une grande partie qui est souterraine. Elle a des rhizomes, donc des tiges souterraines qui se développent. Et pour couper la renouée, il ne suffit pas, par exemple, de la faucher où on enlève le côté plutôt végétation. On peut venir aussi enlever le sol, soit entièrement, ou venir enlever les rhizomes. Souvent, au bord de rivières ou quand on a des grandes plateformes, on vient avec des engins assez gros extraire, excaver les sols. On peut les concasser pour fracturer, faire des petits morceaux de rhizome pour éviter que la plante repousse. Ça, c'est des méthodes plutôt importantes. On peut aussi l'enfouir profond, c'est-à-dire qu'on fait des grands trous, on atteint la nappe, on met les sols qui sont dits contaminés en renouée et on vient recouvrir pour qu'elle ne repousse pas. Petit à petit, on a plus des méthodes qui sont un peu plus, on va dire, respectueuses de l'environnement, où on vient aussi venir faire des plantations. Et là, on va couper des zones de renouée, mettre des petits arbres ou des jeunes plants et les accompagner pour qu'ils poussent. Et en fait, on a une compétition qui est faite avec l'ombrage, les ressources. Et ces arbres, petit à petit, vont pousser et venir limiter le développement de la renouée. Et justement, on entend souvent que la renouée, et c'est pour ça qu'on a tous ces moyens de lutte contre la plante, que c'est une menace pour notre territoire, ou du moins qu'elle est particulièrement néfaste pour la biodiversité locale, et c'est ce que vous expliquiez au début. Qu'en pensez-vous ? En tout cas, quelles sont les données peut-être qui existent à ce sujet ? Est-ce qu'on en a ou pas ? Alors, pour les effets négatifs, on peut être parfois nuancé. Ce qui est montré là, c'est qu'elle réduit vraiment la diversité végétale, donc le nombre d'espèces végétales qui poussent à côté. Ça, c'est vrai, elle fait de l'ombre assez importante et en fait, il n'y a que des espèces qui sont des petites plantes qui peuvent pousser et qui apprécient l'ombre. Par rapport au reste, on a peu d'informations, peu d'études qui ont montré l'effet négatif. Elle apporte des différences par rapport aux activités du sol, aux êtres vivants, à la microfaune, mais elle peut aussi apporter des aspects positifs. Donc on essaye d'apporter des nouvelles informations, puisqu'il en manque, et d'essayer d'avoir un point de vue un peu neutre. Et justement, est-ce qu'il existe alors ces fameux bénéfices ? Est-ce qu'on a des choses qui existent, que ce soit pour l'humain, mais aussi peut-être pour les écosystèmes ? Oui, alors pour les écosystèmes, quand on a fait nos entretiens dans la région lyonnaise, on avait des personnes qui nous parlaient beaucoup du rôle mellifère de la plante, c'est-à-dire qu'elle fait des fleurs pour les abeilles ou autres insectes pollinisateurs, et aussi en période décalée, donc plutôt à l'automne où ça peut être comme une ressource avant l'hiver. Ça, c'est quelque chose qui est bien mis en avant. Elle peut être aussi une source d'habitat plutôt physique. On a vu des nids d'oiseaux. Et il y a un moment en fait en hiver où elle perd ses feuilles et les cannes de bambou deviennent plutôt sèches et ça fait des creux où on peut avoir des petites araignées ou d'autres insectes qui viennent se mettre dedans. Quand on est plutôt
en période d'été, elle apporte un ombrage et peut-être une fraîcheur si les périodes se réchauffent. Et par rapport à l'humain, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, elle soigne en Asie. Elle est utilisée pour ses propriétés qui sont anticancéreuses ou anti-infectieuses. Elle peut être aussi mangée. Et il y a des entreprises qui se sont saisies de ces capacités et qui prennent les rhizomes, donc les tiges souterraines, qui extraient une molécule qui s'appelle le resveratrol et qui ensuite l'utilisent pour vendre en produits pharmaceutiques. D'accord, donc ce n'est peut-être pas on a quand même une vision qui peut être un peu plus positive ou nuancée de la plante. Et vous nous parliez du fait que pendant vos entretiens, vous aviez plusieurs personnes qui vous parlaient de certains bénéfices de la renouée. Est-ce que ces bénéfices, d'une manière générale, sont connus ou valorisés, et si oui, par qui ? Ils sont assez peu connus. Par exemple, ces anecdotes sur l'habitat dans les tiges, il m'a été cité par 1 ou 2 personnes sur une trentaine. Par contre, pour le côté pollinisateur, ça c'est assez mis en avant. Il y a aussi beaucoup d'apiculteurs qui mettent leurs ruches à côté des massifs de renouée. Et après, pour le côté molécules et laboratoire pharmaceutique, il y a une entreprise qui fait ça. Ça vient petit à petit, le fait par exemple qu'on puisse la manger, mais c'est assez peu connu quand même. Et du côté des habitants, parce que là on s'est beaucoup intéressé aux acteurs de l'aménagement, aux politiques publiques, est-ce que pour les habitants on a des représentations spécifiques qui sont associées aux renouées ? Est-ce que la plante est connue ? Est-ce qu'elle est identifiée comme une espèce exotique envahissante ? J'ai pas eu des retours précisément pour les habitants, mais les syndicats de rivière m'en ont parlé, et en fait c'est une plante qui est vraiment très connue sur le territoire, surtout là dans la région. Les personnes, quand elles l'identifient, ont vraiment une envie de l'enlever parce qu'elles ont appris avec le temps et les messages qui étaient passés que c'est une plante qui pouvait causer certains problèmes. On a du coup là parfois des enjeux qui peuvent être faits par rapport aux élus qui ont envie de suivre les dynamiques des habitants et continuer à faire une lutte contre la plante ou l'éliminer, la gérer. Et d'autre part, différentes personnes qui considèrent qu'on pourrait la laisser dans certaines zones qui sont peut-être pas en jeu. Et donc ça pose des problématiques par rapport à ce qu'on pense de la plante et ce qu'on sait vraiment. Et vous, alors, qu'est-ce que vous préconiseriez ? Est-ce qu'il faut lutter pour faire disparaître la renouée à tout prix du territoire, ou au contraire l'intégrer à la biodiversité locale ? Quel est votre point de vue à vous sur la question ? Moi, c'est plutôt facile parce qu'en tant qu'écologue, je dirais on vient la laisser, on laisse le temps long faire son travail et peut-être des interactions qui vont se faire, l'arrivée d'organismes qui vont pouvoir la manger ou un équilibre. En même temps, il y a des zones qui sont à enjeu. Si on prend les départementales, dans les virages, il ne faut pas de la végétation à plus de 60 cm. Il y a des choses comme ça qu'on ne peut pas laisser faire. Et il faut peut-être penser à la laisser dans certains endroits et dans d'autres, la gérer quand c'est nécessaire. Ça fait peut-être un peu écho à tous les modes de gestion différenciés, par exemple en ville, où on laisse certains espaces moins utilisés, moins gérés justement, oui, que d'autres en fonction des usages. C'est ça. Bon. Eh bien, le temps file, mais j'ai quand même une dernière question avant de conclure. Au début de l'émission, on parlait, vous avez par exemple évoqué le moustique tigre, on parlait d'autres espèces exotiques envahissantes en France. Est-ce que vous auriez en tête des exemples d'autres espèces qui suscitent des questionnements ou des enjeux très similaires à ceux des renouées du Japon ? Est-ce que vous pourriez nous en parler ? Est-ce que vous auriez des anecdotes à ce sujet ? Oui, si on reste sur, par exemple, les milieux aquatiques, on a la jussie, qui est une plante rampante qui fait des fleurs jaunes, qui peut venir tapisser comme ça les cours d'eau et empêcher la navigation. Donc ça perturbe les usages. Cette plante, en fait, elle supporte bien les milieux qui sont dits pollués, avec des fortes quantités aussi de métaux. Donc elle ressemble un peu à la renouée. Et par rapport à d'autres aspects plutôt terrestre, avec les friches, on a l'ambroisie qui est un pollen allergène qui est à peu près dans les mêmes milieux que les renouées.
Et là, si on part plutôt sur les milieux aquatiques marins, on a la caulerpe qui est un bon exemple parce que là, on a un peu un recul sur ce temps et sur son évolution. En fait, c'est une petite algue assez verte claire qui a été échappée par les lâchers des aquariums de Monaco. Et elle a commencé à envahir la Méditerranée. Ça a été un grand problème pendant des années. Il y a eu beaucoup de campagnes d'arrachage, de travail et de méthodes qui sont assez lourdes parce qu'en plus, elles sont sous l'eau. Et au final, on a vu que la plante a trouvé sa place. Elle a commencé à être mangée par des oursins ou d'autres petits organismes. Et avec ce recul, on pourrait se demander si la renouée va aller vers cette même trajectoire. Bon, eh bien merci beaucoup Irène pour ces réponses riches qui nous donnent à réfléchir à la place de ces espèces que l'on blâme souvent et peut-être un peu vite, ou en tout cas sans toujours avoir vraiment de données complètes à leur sujet. Merci à tous et à toutes pour votre écoute et on se retrouve le 11 décembre pour un nouvel épisode. D'ici là, vous pouvez réécouter cette émission et toutes les précédentes sur le site de Radio Anthropocène ou sur n'importe quelle plateforme de streaming musical. À très vite. Radio Anthropocène. À l'écoute du changement global.